Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler du coup de mes lectures du mois de janvier. Donc ça a été un mois un peu particulier parce que je m'étais prévu une palle hyper epic fantasy, avec des gros livres, avec du Brandon Sanderson, avec du John Green, etc. et tout. Et au final, ça a été un mois hyper compliqué pour moi en termes de lecture. J'arrivais pas à me concentrer sur ce que je lisais. Franchement, j'avais vraiment du mal à vraiment rester dans une histoire et tout. Et au final, j'ai décidé de de m'écouter, de me laisser porter par les choses que j'avais envie de lire au moment donné. Et donc vous allez voir que franchement, on peut pas dire que j'ai lu beaucoup de ma palle ce mois-ci. Donc en effet, sur les livres que je devais lire au mois de janvier, j'avais fait une palle de 17 livres. Bon, encore une fois, j'avais un peu déconné quand même. Et j'en ai lu 2. Donc franchement, c'est un peu honteux. Je suis quand même contente parce que j'ai lu mon classique du mois et ça reste du coup un peu mon fil rouge. Là, chaque mois, je vais absolument lire un classique et donc je m'y suis tenue. Mais voilà, donc sur les 17 livres, comme je pouvais... Et j'en ai commencé plein pour autant. Hein. Il y en a 2 sur les 2 de plus que j'ai commencé. Mais je sais pas, j'étais pas à fond dans l'histoire, j'étais pas dans ce mood là et tout, et donc voilà, donc je pense qu'en fait j'ai juste hyper mal constitué ma palle, voilà, hein, c'est tout, c'est pas très grave. C'est un échec, donc je pense que j'ai beaucoup mieux constitué ma palle pour février parce que j'en ai déjà lu 2, donc c'est que concrètement j'ai plus écouté mes envies plutôt que vraiment chercher des thèmes et rester autour des thèmes, donc on verra comment ça se passe au fur et à mesure des mois qui viennent, mais bon... Voilà, c'est chose dite. Donc le classique que j'ai lu et qui était dans ma palle, c'est Le Hobbit du coup de Tolkien, que j'ai beaucoup aimé. En fait, de façon très surprenante, je savais que du coup on avait fait d'un livre 3 films et donc que y avait des gens qui disaient oui au final les films c'est pas si proche que ça et nanana et tout. Bon alors moi je suis une grosse fan des films, hein, que ça soit Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, donc en vrai j'étais là bon bah on verra bien quoi. Et au final j'ai adoré. Enfin limite... je dirais pas que j'ai préféré par rapport au Seigneur des Anneaux, mais je pense que j'ai retrouvé dans le Hobbit, le livre, les choses qui me plaisaient beaucoup dans les films, que je n'ai pas forcément retrouvées dans le Seigneur des Anneaux. Donc je m'explique avant de me faire trucider comme jamais. Mais en gros, si vous voulez, je pense que moi, comme j'ai vu les films en premier, ce que j'ai aimé, c'est avant tout les personnages, et avant tout les relations entre les personnages, et ce qui fait qu'on s'attache à eux, pardon. Donc voilà, enfin moi par exemple, le Gandalf, qui est donc certainement mon personnage préféré de tous les films. Je trouve que voilà, il y a cette affection qu'il a par exemple pour les hobbits, qui était, je trouve, dans les livres, pas forcément si bien décrite ou démontrée que ça, et qui me manquait en fait, finalement. Et typiquement quand j'ai lu les 3 premiers livres du Seigneur des Anneaux, avant de lire du coup le Hobbit, ce qui était peut-être pas forcément la chose à faire, j'ai trouvé qu'il manquait ces choses-là. C'est-à-dire que vraiment on était pris dans cette histoire hyper épique, il y avait les événements, etc. et tout, mais que peut-être toutes les relations qui s'étaient construites, les relations amoureuses aussi, hein, qu'on voit pas du tout dans le Seigneur des Anneaux, et bah me manquaient, et que du coup bah, j'avais été un petit peu déçue par ce côté-là, même si évidemment le livre est extraordinaire, et vu ce qu'on en a fait, ça ne pouvait être que le cas. Voilà, j'avais quand même cette petite déception. Là, ça me l'a moins fait dans le Hobbit, peut-être parce que voilà, c'était c'était destiné à un public plus jeune, et du coup, on retrouvait un peu ce côté un peu cocasse, avec les bonnes petites punchlines, avec le personnage du coup de Bilbo qui est quand même très drôle, et qui a ce côté un peu aventurier du dimanche et tout, et du coup ça m'a plus touchée, ça m'a plus plu, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc voilà, après évidemment il y a plein de personnages qui sont à peine abordés, alors que dans le film on les voit beaucoup, ils sont beaucoup plus travaillés, on va beaucoup plus s'intéresser à eux, à leur histoire, etc. et tout. Alors voilà, bon, moi après je me l'ai fait en audio. Je crois qu'il y a toute une partie aussi dans les livres où t'as des notes, il me semble, de bas de page, où t'as des notes à la fin, je sais plus trop, qui permettent aussi d'approfondir l'histoire et tout, donc peut-être que c'est ça finalement le mauvais côté de l'audio, c'est qu'on n'a pas accès à tout ça, et que peut-être du coup l'histoire avec toutes ces notes enrichies et tout correspond beaucoup plus à ce qu'on voit dans les films, mais bon voilà. Bon, moi en tout cas je les ai fait en audio, et voilà. Mais en tout cas je suis trop contente parce que du coup j'aurais lu Les 3 Seigneurs des Anneaux et Le Hobbit en 2024-2025, et j'ai enfin connaissance de ces livres-là qui font partie du coup des histoires qui ont forcément marqué mon goût pour la fantasy, donc je suis contente. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter un livre qui est complètement hors catégorie mais que j'ai lu, et je me suis dit mais en fait je vous le présente quand même, peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. Il s'agit du coup de Dessiner un monde féerique avec Gretel Lusky, secrets d'atelier, conseils et techniques. En fait c'est un livre d'art, donc moi je lis beaucoup de livres comme ça, qui sont des livres où on va finalement suivre
les processus créatifs d'artistes. Donc là il s'agissait du coup de Gretel Lusky, qui est un univers que j'aime énormément, ou avec un univers qui est à la fois très manga, à la fois très sorcière, très fantasy, il y a aussi des créatures magiques, enfin elle a vraiment un univers qui est ultra intéressant, et en plus elle a un style qui est ultra intéressant, et donc j'avais envie vraiment de comprendre comment elle avait développé tout ça, surtout que c'est en grande partie une autodidacte. Donc voilà, c'était assez passionnant, enfin c'est vraiment une artiste, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous y intéresser, surtout si vous aimez voilà, l'univers fantastique, fantasy et tout. Elle a vraiment une patte qui peut vous interpeller si voilà, vous êtes des gens par exemple qui aimez les fanarts, qui aimez regarder ce genre de choses. Je pense que chez elle vous allez pouvoir retrouver des choses qui vont vous toucher. Donc voilà, je voulais quand même la mentionner parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup, et j'ai trouvé que le livre était magnifique, que les œuvres à l'intérieur sont juste incroyables, mais qu'en plus le contenu sur tout ce qu'elle explique était vraiment très très bien. Donc encore une fois 3D Total, enfin là du coup c'est sorti en français aux éditions Erol, mais à l'origine c'est 3D Total, du coup les éditions qui sortent ces livres là, bah franchement génialissime quoi. Donc voilà, c'est mentionné, c'est dit. Ensuite, comme d'habitude, j'essaie de vous faire un petit classement des livres que j'ai moins aimés aux livres que j'ai plus aimés, mais étonnamment, ce mois de janvier était très bizarre en termes de lecture, j'avais du mal à choisir mes lectures, j'avais le cerveau un petit peu embrouillé quant à ce que j'avais envie de lire, et pour autant, en essayant un petit peu de suivre mon instinct, de me dire bon bah t'as envie de lire celui-là donc saute sur ça, j'ai fait que des 4 et 5 étoiles en termes de lecture, donc finalement c'est plutôt un bon mois, donc c'est cool, donc je vous présente ça, et comme vous l'aurez compris, et bah du coup c'est du moins bien au meilleur, mais franchement quand on se parle de 4 et 5 étoiles, voire des coups de cœur, bon concrètement, il n'y a pas de grosse différence. On va commencer du coup avec une lecture que j'ai fait en audio qui s'appelle À nos cœurs battants de Emma Green, qui est donc une romance qui se passe dans le milieu ambulancier. Donc on va suivre du coup 2 personnages qui sont Cruz et je ne sais plus encore comment elle s'appelle, c'est quand même triste d'avoir aussi peu de mémoire. Une jeune femme, qui sont tous les 2 ambulanciers. Mais en fait, cette jeune femme-là, elle est partie du jour au lendemain il y a quelques années, alors que Cruz, il avait un énorme crush sur elle depuis toujours, parce qu'en fait, c'est l'amie de son frère. C'est la meilleure amie de son frère, et donc lui, il a toujours surkiffé, mais il lui a jamais dit. Et donc, quand elle est partie du jour au lendemain, pardon, sans laisser aucune trace, sans donner de nouvelles et tout, lui, il était dégoûté. Bah voilà que elle revient. Et que malheureusement dans on va dire sa caserne là d'ambulancieuse qui travaille avec les pompiers, son boss la regarde d'un peu trop près, et donc cette jeune femme va aller dire à Cruz bah écoute si ça te va tu veux bien jouer mon faux mec, parce que comme ça bah il arrêtera un peu de me chercher et moi ça va me permettre de travailler correctement. Donc bon lui au début il est un peu genre meuf tu reviens au bout de 3 ans, on s'est pas vu, on s'est pas parlé, tu me demandes comment dire, un service, juste t'es un peu culotté quoi. Finalement il va quand même l'aider parce que bah, il a toujours un crush sur elle. Et voilà, et donc on va suivre un peu cette histoire là. Donc c'est une histoire qui a un fond qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus dramatique finalement que l'histoire un petit peu mignonne que je viens de vous dresser, parce qu'il s'avère que évidemment cette jeune femme avait une raison pour partir il y a 3 ans, et avait aussi une raison pour revenir, que l'on va découvrir au fur et à mesure des pages d'une façon assez originale. Je trouvais que c'était très bien fait, très bien amené. Ce qui m'aura peut-être déçu et qui lui aura fait vraiment perdre une étoile à cette romance, qui, soit dit en passant, je l'ai dévorée, hein. Vraiment je l'ai lu très très vite, j'ai trouvé ça très chouette, ça m'a donné très envie de relire du Emma Green, donc sachez quand même que c'est vraiment un avis positif. Mais ce qui lui a fait perdre une étoile, c'est peut-être que j'ai trouvé que justement ce sujet, qui était assez traumatisant, donc c'est quand même un trigger warning, lisez les trigger warnings de ce livre, c'est important, n'a peut-être pas eu, je trouve, la fin qu'il méritait, parce que bah, c'était un petit peu expédié, c'est-à-dire que vraiment toute l'histoire va parler de ce sujet, on va y être confronté, on va comprendre que c'est quelque chose qui est important dans la vie de cette jeune femme et de ce qui a pu voilà, lui arriver. Et puis on arrive du coup sur les révélations, et puis quelques chapitres plus tard, c'est fini quoi. Et j'étais là genre, ah ok, bah c'est un peu bizarre de nous avoir monté tout ça comme histoire pour que ça finisse un peu comme ça quoi. Donc pour moi voilà, j'ai trouvé que la fin était peut-être un petit peu bâclée. Par contre j'ai trouvé que c'était un très beau roman, et ça m'a donné envie de lire du coup le premier, parce qu'apparemment c'est un tome compagnon, j'avais pas compris, d'un autre livre qui s'appelle
je ne sais plus comment, je vous trouverai la photo, ça s'appelle un truc avec cœur encore, et qui va aussi sortir en audio sur Nextory, donc ça va nous permettre de découvrir l'intégralité de l'histoire. Donc non, franchement, très très contente. Dans le premier, du coup, on va suivre le frère de Cruz, et ça va être dans le milieu hospitalier. Donc voilà, moi en tout cas, Emma Green, bonne découverte, et ça me donne bien envie de lire d'autres romans de ces autrices ou auteurs, parce que je crois qu'ils sont 2. Donc voilà, à suivre. Ensuite, du coup, j'ai lu le premier tome des Roxby, du coup, de Julia Quinn, qui est donc à cause de Mademoiselle Bridgerton, je crois que ça s'appelle comme ça, le premier. Parce que du coup, dans la version française, ils ont sorti ça comme un peu les Bridgerton, donc ils ont sorti ça tome 1, tome 2 ensemble, donc je sais pas du tout comment ça s'appelle le 1. Mais donc voilà, donc j'ai lu que le premier 1 sur les 2 tomes que j'avais, je les avais pris en e-book. Et je suis pas mécontente parce que je pense que c'est pas forcément des livres que j'aurais envie de relire et relire et relire. Pourquoi ? Parce que comparativement au Bridgerton, j'ai un peu moins aimé. J'ai trouvé que c'était cool, parce que du coup là dans Roxby, on va suivre finalement des personnages bien avant les Bridgerton, mais on va les voir quand même. Donc là typiquement dans le tome 1, on va suivre George Roxby, qui est donc une famille qui habite juste à côté de la maison des Bridgerton, là dans leur maison qui est dans le Kent. Et on va suivre Billy Bridgerton, qui est donc une des filles Bridgerton, et on va suivre leur histoire à tous les deux. Et donc on va suivre Billy, qui est une jeune femme hyper intrépide, pas du tout féminine, qui s'est toujours intéressée finalement au domaine de son père et tout, et même si elle savait pertinemment qu'elle allait jamais hériter. Et qui se retrouve finalement dans une situation où on veut plus ou moins commencer à la faire sortir voir le monde et un peu la marier, quoi, parce que bon, à un moment donné, elle peut pas continuer à être comme ça à côté de la société londonienne, parce qu'à un moment donné, elle va se retrouver toute seule et elle va devoir vivre avec son frère, etc. Donc on est un petit peu dans cette situation-là, donc avec cette forte tête-là. Et de l'autre côté, on va suivre aussi George Roxby, qui est donc l'héritier, lui, pour le coup, des Roxby et de son domaine, mais qui est assez frustré parce que voilà, ses frères sont eux dans l'armée, et lui, du coup, comme il doit devenir finalement, je crois que c'est comte de Roxby, il peut pas s'engager, et donc il a un petit peu cette dualité aussi interne qui est de à la fois je sers ma famille mais je sers pas mon pays. Donc voilà, donc on a ces deux personnages un petit peu compliqués. C'était un livre qui était très sympa, c'est un livre qui se lit hyper vite, hein. Vous l'avez aussi en audio sur Nextory pour info. C'est un petit peu dommage, c'est un livre qui sur la première moitié était assez lent, donc au début je me suis fait un petit peu chier pour ne rien vous cacher, mais la deuxième moitié vraiment était trop bien, et donc j'étais un petit peu déçue dans le sens où j'aurais bien aimé avoir plus de temps avec mes personnages, parce que la première moitié c'est super longuet, on vous introduit plein de monde, on est là, ok, d'accord, ok, donc il y a toute cette fratrie là de Bridgerton et toute cette fratrie de Roxby, et tu comprends que au fur et à mesure des tomes, tu vas suivre un Roxby différent à chaque fois, et avec qui il va finalement finir, quoi. Mais il se passe pas grand chose, quoi, entre eux deux. Et donc c'est un petit peu dommage, parce que sur la deuxième moitié, il se passe plein de trucs entre eux deux. On comprend vraiment que voilà, il y a une attirance qui se crée, il y a une relation qui se crée, etc. et tout. Et en fait, à la fin, ça finit tellement vite qu'on est là, ah merde, on a plus de moments avec ces deux personnages-là, et c'est un peu frustrant, quoi. Donc voilà, donc c'était sympa. J'ai vraiment envie de lire les autres, mais pour moi, pas aussi bien que les Bridgerton, et ça se finit un petit peu rapidement, mais ça, c'est ce que je reproche souvent, de toute façon, aux romans de Régence, aux romances Régence, c'est que souvent, une fois qu'on a atteint le paroxysme qui était attendu, c'est-à-dire soit un mariage, soit vraiment une demande en mariage, c'est plié, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Donc on verra pour la suite, je vous dirai. Ensuite, je me suis fait une relecture et j'ai à nouveau mis 4 étoiles, mais j'ai été un petit peu sévère, je vous le cache pas, mais quand même. Du coup, je me suis fait la relecture de Iron Flame en janvier, qui est donc de Rebecca Yarros. Donc là, j'ai la version en anglais, mais sachez bien évidemment qu'il est sorti en français. Donc c'est le tome 2 de Fourth Wing, donc où on suit Violet Sorrengal, qui va devenir une dragonnière, et qui va rentrer dans cette école pour devenir dragonnière, qui est une école sanguinaire, et elle va se lier avec des dragons, et elle va faire la connaissance de Xaden Rierson, qui est donc un jeune homme qui est issu d'une famille qui avait mené une rébellion qui a échoué, donc il fait un peu partie des parias, mais à la fois qui a beaucoup de pouvoir et qui est donc très puissant. Et donc dans le 1, on était voilà dans ce thème un peu de l'école et tout, et dans le 2 finalement on va petit à petit faire évoluer les personnages et les faire grandir et les faire finalement commencer à prendre le chemin du destin qu'ils vont devoir suivre au sein de cette saga, parce qu'on sait pas combien il y a de tomes, je crois qu'elle en avait prévu 5, mais 5 ou 7, je sais plus, on verra bien. Et en fait Iron Flame je lui ai mis 4, pourquoi ? Parce que le premier c'était un 5 étoiles pour moi, parce que je trouvais que
il correspondait très bien à ce qu'il promettait, c'est-à-dire un livre assez young adulte, mais ultra passionnant, ultra addictif, ça se bouffe mais en 2 secondes, enfin vraiment j'avais adoré, j'avais trouvé que tout était très bien fait. Dans le 2, on attend finalement que nos personnages gagnent un peu en maturité, et là j'ai trouvé que Violette, elle était chiante. Enfin vraiment, il y avait ce côté non, mais il faut qu'il me dise qu'il m'aime, il faut qu'il arrête de me mentir, mais en même temps c'est normal qu'il ait des secrets et machin. Et j'étais là, mais meuf, choisis ton camp, camarade quoi. Enfin genre à un moment donné, soit t'assumes que t'es avec un mec qui va avoir plein de secrets, qui a plein de responsabilités, qui va devoir assumer des choses que toi tu comprends même pas pour l'instant, et that's it quoi. Soit tu ne veux pas lui, mais t'arrêtes de nous casser les pieds en fait pendant 500 pages sur oui non, oui non, oui non quoi. Enfin vraiment c'est le truc qui m'a sorti de ma lecture la première fois que je l'ai lu. Là comme je le savais et que j'avais été très énervée la première fois, je pense que ça a été un petit peu moins, ça m'a moins marqué, j'ai pu plus me concentrer sur comment ils ont étoffé l'univers, enfin comment elle a étoffé l'univers et comment on comprend finalement dans quelle direction on va aller et que finalement c'est beaucoup plus impactant que ce qu'on avait pu déterminer dans le tome 1. Et j'ai bien aimé, et franchement j'ai kiffé, j'ai passé un super bon moment, j'ai trop hâte de lire la suite, mais voilà, j'espère qu'on aura un petit peu moins de ces espèces de délires adolescents qui sont pas forcément très... qui servent pas forcément hyper bien l'histoire, et qu'on va enfin avoir des personnages qui gagnent un peu en maturité, parce que compte tenu des événements auxquels ils font face, à un moment donné on a un peu envie qu'ils se sortent de leurs histoires d'amour un peu gnangnantes. Donc voilà, mais une très belle réussite que ce livre bien évidemment, et je suis très contente de lire la suite, puisque là j'ai commencé Onyx Storm, qui est donc sorti en anglais, et je vous raconte ça du coup dans mes lectures de février. Le dernier 4 étoiles dont j'ai envie de vous parler, en fait j'ai mis 4 étoiles parce que je me suis dit si je mets 5 étoiles j'ai un peu honte. Mais en vrai je pense que le truc est un genre 4,75 avec un 0,5 de culpabilité et de honte, mais j'ai trop kiffé. Il s'agit du coup de Bounded by Thorn de Elizabeth Helen, qui est sortie aux éditions Chatterley, c'est donc le tome 1 de Beast of the Briar. Pourquoi j'ai un petit peu honte? Parce que c'est 75% de smut et 25% d'histoire. Mais pour autant, j'ai tellement kiffé. En fait c'est une réécriture ultra libre de La Belle et la Bête. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rosalina. Et donc Rosalina, c'est une jeune femme qui est donc une libraire, qui est vraiment une introvertie, enfin désolée de dire ça mais c'est vraiment la jeune femme qui a une vie de merde, enfin vraiment elle est dans un petit village où tout le monde se connaît, elle est la fille de Georges le Fou parce qu'en fait Georges pense que sa femme a été enlevée par des failles et dépense tout son argent et celui de sa fille accessoirement pour retrouver sa femme et prouver à tout le monde qu'il est pas dingue et que les failles existent, donc ça autant vous dire que sa fille elle est un peu en mode... Voilà quoi. Donc elle a pas une super image au sein de son village. En plus de ça, elle a une histoire un petit peu traumatisante avec un mec qui est un connard fini, qui lui a fait vivre des trucs pas possibles, donc question confiance en elle, envie d'avoir des relations amoureuses et tout, zéro quoi. Donc vraiment la bonne vie de merde. En plus elle travaille pour un mec dans sa librairie qui est un vrai con. Bref, autant vous dire que Rosalina, elle les enchaîne. Et il s'avère qu'un jour, elle va suivre un chemin, je sais plus trop comment elle se retrouve sur ce chemin-là, mais elle va essayer de retrouver son père, je crois que c'est ça, qui a disparu et qui lui avait dit qu'il allait dans la forêt, etc. et tout, et évidemment son ex hyper sympathique va la suivre, je vous raconte pas pourquoi mais vous verrez c'est encore assez lunaire, et tous les deux vont se retrouver finalement face à une roseraie, et la traverser et se retrouver finalement dans un monde de fées. Ils vont se faire attaquer, je vous raconte pas ce qui se passe, elle finalement va se faire emprisonner par un mec hyper désagréable qui lui dit bah c'est simple, ton père il est venu ici sans autorisation, il m'a volé quelque chose et tout machin donc maintenant bah c'est mon prisonnier. Et donc évidemment elle va lui dire bah non prenez-moi au lieu de mon père et puis voilà, de toute façon vu la vie de merde qu'elle avait j'ai envie de vous dire ça pouvait pas être pire. Et voilà donc vous comprendrez du coup le parallèle avec La Belle et la Bête, sauf qu'il n'y a pas un mec en fait dans ce château, il y en a 4. Et donc elle va se retrouver dans un château où sont plus ou moins emprisonnés dedans 4 rois, qui sont donc le roi de l'automne, de l'hiver, de l'été et du printemps, et qui subissent tous les 4 une malédiction qui fait que le soir ils deviennent des bêtes sanguinaires. Donc la journée ce sont des hommes, le soir ce sont des bêtes. Et elle va finalement se lier d'amitié pour certains d'entre eux, voire
plus que de l'amitié pour certains d'entre eux, et finalement c'est un thème de harem inversé, donc c'est vraiment une femme et 4 hommes. Et on va suivre aussi toute une histoire hyper mystérieuse, hyper envoûtante autour du prince des épines, qui serait la personne qui aurait du coup lancé la malédiction sur les rois. Et enfin, ou les prend, je sais plus trop. Et c'était trop cool. En vrai, c'était trop cool. En vrai, il y a un smut de ouf. Si vous aimez pas le smut, mais vraiment, juste ne l'ouvrez pas. Alors moi, j'ai retenu quand même que les éditions Châtelet, à mon avis, c'est quand même des petits coquins. En plus, j'avais pas fait gaffe, mais là, il y a genre 3 flammes. Alors, j'espère que c'est le maximum. Parce que s'il y en a genre 4 ou 5 un jour, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Mais en fait, alors, outre le fait qu'il y ait beaucoup de smut et que bon, bah ça, on aime pas, c'est un choix tout à fait personnel, en fait, j'ai kiffé parce qu'en fait, Rosalina, elle est mignonne, et qu'en fait, on a envie de savoir ce qui va se passer, et qu'en fait, bah, la relation qu'elle crée avec certains des princes, elle est trop cute, que chacun, ils ont des personnalités hyper différentes, que le prince des épines, il est hyper mystérieux, mais que t'as trop envie de savoir ce qui va se passer aussi, et que, bah, en fait, t'es à fond dans le truc, quoi. Et donc, certes, bah, ouais, moi, le smut, ça me dérange absolument pas, donc en plus de ça, ça a ramené sa petite épice, comme ça, par-dessus le tout, mais j'ai kiffé, j'ai passé un trop bon moment, j'avais trop hâte de lire la suite et j'étais à 2 doigts franchement de me les prendre en anglais. Mais bon, je crois que le deuxième arrive dans pas longtemps donc je me le prendrai direct, mais vraiment, trop bonne surprise, j'ai kiffé. Donc voilà, 0,25 pour la honte de kiffer un truc aussi smutty qui est franchement à limite porn, mais vraiment, je vous le conseille, plaisir coupable. Ensuite, on va rentrer du coup dans les livres qui sont vraiment des 5 étoiles. Donc le premier, il était dans ma palle, il s'agit du coup de La Lame du Roi, le premier tome dans la saga Halfling, qui est paru aux éditions Casterman, c'est de Mélissa Blair. Et j'ai trop kiffé ma lecture. Franchement, c'est trop drôle, parfois vous avez des livres, vous les voyez, vous vous dites, mais en fait ça va être une lecture 5 étoiles. Et bah celui-ci c'était exactement ça. Je l'ai vu paraître et je me suis dit celui-ci je sais que je vais kiffer. Et bah ça a pas manqué. On suit du coup une jeune femme qui s'appelle Kira, qui est la lame du roi. En fait c'est une sans-mêlée, donc c'est ce qu'ils appellent les halflings. Et du coup quand on est une sans-mêlée dans ce peuple-là, donc qui est un sans-mêlée entre, je sais plus entre qui et qui, parce qu'il y a des faées, il y a des elfes et il y a des humains. Donc je sais plus entre qui et qui c'est, je crois que c'est entre faées et humains. Je ne me souviens pas, désolée. Mais donc en fait quand on est en tout cas de sang mêlé, on est finalement complètement à la lie de la société parce qu'on est dans un royaume qui ne préconise pas finalement que les espèces se mélangent. Et donc souvent ces gens-là sont traqués, assassinés, etc. Ou alors, quand c'est des jeunes femmes, ils sont plus ou moins enlevés et envoyés dans un ordre ultra sanguinaire où elles vont être entraînées, où elles vont devenir finalement les mains du roi, donc les tueuses du roi et les protectrices du royaume. Donc c'est quand même un peu spécial parce que t'es quand même en train de te dire je vais devoir moi-même traquer les gens qui sont comme moi, quoi. Donc c'est quand même assez particulier, je vous cache pas, et donc Kira, on sent bien qu'elle est très torturée finalement par son rôle parce qu'elle est carrément la lame du roi, donc il y a plusieurs rangs en fait, mais elle est dans un des plus hauts rangs finalement de son ordre, et elle est vraiment la femme de main du roi, quoi. Et donc il lui dit bah en fait tu vas là-bas, tu tues tel mec, tu vas là-bas, tu tues telle personne et tout, et elle a absolument pas son mot à dire. Donc Kira, on la rencontre finalement où elle est à ce moment de sa vie où elle est en dépression complète, elle fait que picoler, elle a plus finalement envie de continuer à vivre en gros, et les jours passent un peu malgré elle, jusqu'au jour où le roi va lui demander d'enquêter sur l'ombre, qui est donc un homme visiblement masqué qui passe son temps à mettre à mal le royaume, en tout cas le roi, et à déjouer finalement les plans du roi. Et donc lui veut savoir finalement qui est cet homme, le démasquer, comprendre s'il y a derrière un complot qui est plus grand que juste un homme tout seul et sa petite organisation, et il va envoyer Kira sur ses traces. Kira va donc devoir aller dans le royaume des Fae pour enquêter, puisqu'il semblerait que celui-ci proviendrait de là-bas. Et au fur et à mesure qu'elle va découvrir des choses, elle va en apprendre sur l'ombre, elle va en apprendre aussi sur les vraies problématiques qui sont en train d'émerger, les complots politiques qui sont en train d'émerger au sein de son royaume, mais aussi à propos d'elle-même, de sa lignée, etc. Donc c'était juste génial. Je vous jure, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était lent au début. Moi j'ai pas trouvé, personnellement, parce que justement j'étais tellement impatiente de découvrir Kira et de ce qu'il a
un peu ce qu'il a gangréné et tout, que de prendre du temps avec elle pour comprendre ses besoins, comprendre un peu ses contraintes, les personnes qu'elle veut sauver, etc. et tout, dans son entourage et tout, ça m'a pas dérangée au final parce que j'ai trouvé que du coup on s'attachait beaucoup à elle et que par la suite, quand venait vraiment la partie très quête, etc., complot, nanana, on est vraiment très attaché au personnage et donc on se sent plus dans l'histoire. Donc moi c'est pas du tout un truc qui m'a dérangée. J'ai vraiment adoré ce roman, j'ai juste une hâte, c'est de lire la suite. J'ai trouvé que c'était très bien construit, j'ai trouvé que c'était plein de rebondissements. J'ai trouvé que c'était un vrai enemies to lover parce que alors je peux vous dire qu'au début c'est vraiment pas des copains et c'est pas genre enemies to lover une demi-seconde, c'est enemies to lover sur des pages et des pages et des pages et des pages. Donc vraiment hyper bien fait et ouais, enfin juste la fin en plus j'étais là. Oh c'est chaud. Et donc du coup on a vraiment envie de. Enfin j'ai vraiment envie de lire la suite. En plus vraiment merci pour le coup aux éditions Casterman, ouais c'est ça, pour nous proposer des mises en page qui fait qu'on n'est pas en train de se ruiner la vue le soir quand on est en train de lire, donc merci aussi pour ça. Voilà, je ne pourrais pas vous dire que c'est du young adulte, parce que j'ai pas trouvé que le personnage, même s'il est jeune, même si on a ce côté un peu une romance qui finalement se construit quand même assez rapidement, je trouve pas que le personnage soit un personnage young adulte. Je trouve que compte tenu de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle expérimente au début du roman, etc., pour moi, on est déjà dans de plus ou moins de l'adulte. Donc voilà, n'hésitez pas, si La Lame du Roi vous avez envie d'une nouvelle série autour des fae dont les intrigues politiques sont pas non plus ultra originales mais qui va vous prendre un peu aux tripes et qui va vous donner envie de lire comme ça la suite, n'hésitez pas, moi je trouve que c'est une réussite ce roman. L'avant-dernier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Assistant to the Villain, du coup de Anna Nicole Meyer, qui est paru du coup aux éditions Calix, on les reconnaît quand même assez facilement. Et franchement, mais tellement bonne surprise que ce roman, je vous avouerai que quand j'avais lu le résumé, j'étais pas ultra emballée. J'avais vu passer plein de bons avis positifs pour autant, donc je m'étais dit bon allez un jour et tout. Et puis je sais pas, il y a eu un moment donné où j'avais envie de réécriture de contes. Alors c'était après avoir lu Bounded by Thorns, donc peut-être que c'est lié à ça, que je m'étais dit allez on se replonge un peu dans un univers de contes. Autant vous dire que je pense qu'on peut pas être plus éloigné en termes de lecture, hein. Enfin entre ça et ça c'est genre... C'est deux mondes. D'ailleurs c'est marrant, je suis accordée du coup au livre aujourd'hui, ça tombe bien. Et du coup ça a été une excellente lecture. J'ai adoré ce livre, mais vraiment adoré. C'est un cozy fantasy, mais tellement cute, tellement bien construit, tellement intelligent, avec une histoire trop mignonne. Donc on suit du coup Evie Sage, qui est donc une jeune femme qui se retrouve dans une situation un peu compliquée. Elle a perdu son emploi pour une raison qui est extrêmement bonne, mais malheureusement elle a plus de quoi faire vivre sa famille parce que son père est très malade et sa sœur est petite et donc il lui faut un taf quoi. Et donc à un moment donné elle va se retrouver via une situation un peu cocasse à discuter avec le vilain qui est donc vraiment le méchant de l'histoire quoi. Vous voyez le méchant des contes. Et il lui dit, tu sais quoi, je t'offre un job, tu vas devenir mon assistante. Bon, elle au début elle se dit, quelle idée pourrie, puis au bout d'un moment elle se dit, en fait en vrai, j'ai pas méga le choix quoi. Et donc elle va devenir l'assistante du vilain. Et c'était trop cool, parce qu'en fait, elle va vraiment se retrouver dans un univers où justement on va sans arrêt elle va sans arrêt se retrouver retranchée un peu dans ses croyances et ses... Genre est-ce que finalement le vilain c'est un vrai méchant, est-ce que finalement il aurait pas de bonne raison de faire ça, mais en même temps il est sans arrêt en train de découper des têtes, donc un peu compliqué. Donc il y a un côté cozy fantasy, il y a quand même un côté un peu dégueu par moment, je vous cache pas. Mais on retrouve tout ce qu'on aime des contes, c'est-à-dire les forêts enchantées, les sorcières, les magiciennes, les familles un peu décousues, etc. Après, Evie, c'est un personnage que j'ai adoré. Parce que j'ai trouvé que c'était un personnage qui était doux, qui était gentil, qui était un brin naïf quand même. Hein. Mais du coup, elle était cohérente, enfin elle était bien construite quoi. Elle était fidèle à elle-même à travers le roman. Et j'ai adoré. Et du coup ce qui va se passer c'est que elle va commencer à se prendre évidemment d'amitié pour cet homme qui est tout sauf sympathique et essayer un peu de comprendre ce qui se passe puisque lui il va se lancer dans des quêtes de plus en plus importantes et elle veut comprendre pourquoi. Donc c'est hyper cool, je peux pas vous en dire plus, en fait c'est un livre qu'il faut découvrir par soi-même, mais vraiment si vous l'avez pas lu et que vous aimez les contes et que vous avez envie d'une cozy fantasy avec un fond de romance,
avec le côté aussi où il y aura plein de personnages plus délurés les uns que les autres. Il y a quand même une grenouille avec une couronne qui parle, entre guillemets. Donc on est quand même vraiment dans des trucs vraiment barrés, mais franchement, n'hésitez pas, moi j'ai trop kiffé, et j'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, trop bien, trop bien que ce livre. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Tellement, j'ai trouvé que ce livre, alors il y a quand même des sujets qui sont importants dedans. Sachez quand même que c'est une cozy fantasy, mais c'est pas que cozy par moment. Donc Evie, elle a quand même eu des moments un peu compliqués dans sa vie. Donc ça, c'est quand même à savoir, c'est pas le truc tout mignon comme Legends and Latte où il se passe quasiment rien. Là, il se passe beaucoup de choses. Mais vous avez ce côté cosy parce que vous avez ce côté finalement où c'est pas, c'est pas épique, les enjeux sont pas incroyables, etc. On est vraiment autour de cette histoire de ce château parce qu'en fait, elle va travailler avec le vilain, mais il y a plein de gens en fait qui travaillent pour lui. Et donc, on va rencontrer plein de personnages aussi qui sont proches du vilain, quoi. Donc non, c'est vraiment très chouette. C'est beaucoup autour aussi des liens familiaux et tout, et vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Et je suis très curieuse de ce qu'on va nous proposer dans la suite, en fait. Parce que forcément il y a plein de questions qui restent en suspens, et c'est vrai qu'à la fin on finit un peu sur un cliffhanger en se disant mais comment ça en fait. Donc ouais, je suis super curieuse et j'ai beaucoup d'affection pour ce livre comme vous pouvez le constater, et je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Lisez-le, je n'ai rien d'autre à dire. Et le dernier livre que j'ai envie de vous présenter, que j'ai lu du coup en toute fin janvier, il s'agit du coup des légendes de Tezmar, le sang et l'acier, le livre 1 de Hélène Scherer qui est paru aux éditions Corrigan. Donc en effet Corrigan, franchement ces temps-ci, je trouve que quand je prends un livre, vraiment il est de qualité et celui-ci n'a pas manqué. Franchement j'ai trop adoré ce livre. On va suivre Althea, Théa, qui est donc une jeune femme qui vit dans un monde où il reste trois royaumes, et ces royaumes sont dévastés par ce qu'ils appellent les ombres. Donc en fait il y a un voile dans lequel il y a des déchirures et dans lequel il y a des ténèbres qui s'infiltrent dans le royaume et qui tuent des gens. Donc c'est des espèces de spectres, voilà. Mais il y a aussi une espèce de prophétie malédiction qui dit qu'un jour une femme prendra les armes et régnera sur la mort, et le voile du coup sera déchiré, disparaîtra, et donc les ténèbres s'abattront sur le royaume. On adore. Donc ce qui a eu comme conséquence que toutes les femmes n'ont plus le droit finalement de tenir une arme et de manier l'acier, alors que pendant des années, c'était les plus grandes guerrières du royaume. Donc ça met pas forcément des super bonnes relations entre les hommes et les femmes dans ce royaume, je vous laisse imaginer. Jusqu'au jour du coup où notre petite Théa a décidé qu'elle voulait absolument devenir un glaive de Tezmar, c'est-à-dire un des protecteurs du royaume. Et donc elle va se faire choper par un des glaives de Tezmar qui va lui dire « Je t'ai vu avec une lame, en fait je vais t'amener devant le maître de la guilde et tu vas te faire sanctionner ». Et les choses se passent pas exactement comme ça, et donc elle va pouvoir quand même aller plaider sa cause pour aussi porter l'acier et s'entraîner avec les autres porte-boucliers, etc., et je ne vous en dis pas plus. Franchement, c'était trop bien. En fait, c'est un tome 1 qui a un petit côté young adulte quand même, parce qu'on est avec une héroïne qui est assez jeune, et on va être plutôt porté sur son ascension, son apprentissage, etc. et tout, donc forcément il y a un petit côté YA. Par contre, il y a un côté, pour moi, qui est un peu plus adulte dans sa relation finalement avec le glaive de Tezmar, qui va un peu la prendre sous son aile plus ou moins, mais qui en a pas envie, enfin vous verrez, c'est tout un truc. Et surtout sur l'univers, je trouve, qui est très bien. Par contre, je trouve que l'univers pourrait être beaucoup plus développé. Donc il y a quand même 4 tomes, et ensuite il y a une série spin-off, donc je pense qu'on aura quand même du temps pour que l'univers se développe. Mais sachez que vraiment c'est un livre, ça se dévore, parce que Théa c'est une jeune femme qui est bornée, qui est butée, mais qui a aussi d'excellentes raisons en fait de vouloir devenir un glaive et de vouloir le devenir vite. Et donc on comprend très bien pourquoi elle agit comme ça. À la fois, on va avoir tout un côté où elle va rencontrer d'autres personnages qui vont devenir des amis, et donc il va y avoir un petit groupe. C'est un côté un peu Four Swing de ce côté-là, j'avais trouvé vraiment cette entente entre tous, et puis leur caractère un petit peu complémentaire et tout à chacun. Et ça fait un trio assez rigolo, c'est sympa. Elle a aussi de la famille, elle a des gens qu'elle aime, qu'elle a envie de protéger, etc. Donc, et il y a beaucoup de secrets, enfin il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas très bien. Le glaive, par exemple, lui cache énormément d'éléments. C'était trop cool. Franchement, moi je suis arrivée à la fin du 1, j'ai fait en fait je vais lire le 2, et j'ai commencé le 2 direct là en février.
dont je vous parlerai dans mes lectures de février, mais voilà, je suis hyper contente d'avoir sélectionné cette nouvelle saga et je sais que je vais la dévorer très rapidement puisque les 4 tomes sont déjà parus en français, donc j'ai vraiment de la chance de pouvoir les enchaîner comme je veux. J'avais envie de terminer cette vidéo quand même avec les DNF de ce mois-ci parce que c'est vrai que j'aurais dû les mettre en premier, en fait, vu que c'est carrément les livres que j'ai pas aimés vu que je les ai pas terminés. Mais je pensais que c'était quand même important de vous le mentionner parce que peut-être qu'un jour vous le verrez passer, que vous vous poserez la question, au moins moi je vous ai donné mon avis. Le premier DNF que j'ai fait, je suis assez déçue, c'est les 4 petits meurtres de Noël. Je recherche le nom de l'autrice, je crois que c'était Alexandra Bénédicte, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Bénédicte, qui est donc pareil aux éditions Charleston. Je l'avais acheté en plus en grand format, un peu sur un coup de tête. Je suis ravie. Finalement, je me le suis fait plus ou moins en audio sur Nextory, donc si vous intéresse, il est là-bas. On suit du coup une octogénaire qui va recevoir par la poste des pièces de puzzle, parce que du coup elle est connue pour adorer les puzzles et les casse-têtes et les énigmes, etc. et tout. Et en fait, les pièces de puzzle, une fois assemblées, font des scènes de crime. Et donc elle va faire appel à son neveu qui est chef de qui est inspecteur dans la police pour faire un petit peu la lumière sur les crimes qui se passent dans leur petite bourgade. Si vous voulez, c'était cool, ça avait ce côté les dames de Marlowe là qui me faisait trop envie dans le résumé, mais j'ai pas du tout accroché au personnage. En fait, pour le coup, dans les dames de Marlowe, il y a aussi une octogénaire un peu acariâtre, mais elle est très attachante. Alors que là, vraiment, le personnage, on n'arrête pas de faire des back and forth sur son histoire personnelle, et je la trouve mais odieuse en fait. Et du coup, comme j'ai pas réussi à m'attacher au personnage principal, j'ai pas réussi à me sentir vraiment engagée dans l'histoire. En plus, je trouvais que que c'était quand même assez tiré par les cheveux. Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché quoi. Vraiment, j'ai pas accroché avec les énigmes, je me suis fait chier. Donc je dis, en fait, j'ai pas envie de continuer quoi, ça me saoule. Donc, du coup, j'ai lâché. Et pour moi, en effet, si vous voulez un cozy mystery avec des vieilles dames, je vous conseille plutôt les dames de Marlowe qui étaient bien meilleures pour moi parce que c'est un vrai cozy mystery. Il y a vraiment l'aspect cozy. Alors que là, pour moi, en fait, je pense que je me suis plantée. C'est pas un cozy mystery, c'est juste un genre de thriller qui se passe dans un petit village quoi. Mais en vrai. J'ai pas trouvé que c'était cosy, j'ai pas trouvé que c'était mignon, j'ai pas trouvé que c'était attachant. Alors peut-être que c'est juste moi qui me suis plantée de thème en pensant que ça serait pareil. Mais voilà, donc moi je vous le conseille pas, du coup je l'ai pas terminé et je vais m'en séparer. Un autre livre que j'ai finalement décidé de DNF, alors que franchement ça me fait mal parce que je sais qu'il a plu à énormément de monde et je me dis que si ça se trouve je suis vraiment en train de passer à côté de quelque chose, mais pour moi ça l'a pas fait. C'est le livre Maudit d'Azraël du coup de Amber V. Nicole qui est donc paru aux éditions Bookmark. C'est le tome 1 de Gods and Monsters. En fait je suis un peu déçue parce que ce livre au début j'étais trop à fond alors que c'est de l'urban fantasy et qu'habituellement c'est pas trop ma came. Donc on suit du coup une jeune femme qui s'appelle Diana qui a un jour voulu sauver la vie de sa sœur et s'est donc plus ou moins mis en esclavage auprès d'un dieu absolument terrible, enfin d'un être terrible, on sait pas trop ce que c'est en fait, et qui est devenu un assassin en fait ultra sanguinaire qui travaille pour lui et donc lui pareil on lui dit bon allez tu vas là-bas tu tues cette personne, elle le fait quoi. Sans vraiment trop réfléchir, c'est parce qu'elle sait très bien que sinon ils peuvent retrouver sa sœur et la trucider quoi. Donc Diana, voilà, c'est un peu un personnage qui est hyper gris parce qu'à la fois elle s'est vraiment accommodée de sa vie et de pourquoi elle faisait ça et maintenant c'est son truc. Jusqu'au jour où elle va devoir partir à la recherche comme ça d'une relique qui est un livre en fait qui est hyper important. Et elle va tomber sur des étranges créatures qui étaient plus ou moins disparues, en tout cas dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, etc. Et ces créatures-là vont faire appel à un dieu qui s'était un peu exilé depuis la guerre qu'il y avait eu dans ce royaume, et qui va revenir et qui va dire en fait chez le Petite Cocotte, tu vas pas assassiner comme ça les gens qui sont un peu ma famille quoi. Et il va choper Diana, la torturer et lui dire maintenant je vais remonter à la source de toutes ces personnes qui cherchent ce livre et je vais les killer quoi. Donc voilà, c'est pas une ambiance de ouf, mais franchement ça commençait hyper bien. Enfin vraiment Diana à fond dans son histoire, j'aimais beaucoup sa relation avec sa sœur, c'était hyper touchant, il y avait un côté un peu Crescent City là dans cette sororité là. Avec le dieu aussi qui est hyper intéressant et tout parce que il a pas mal de traumas donc il a un peu du mal à se faire à la vie un peu
moderne et tout. Diana en plus qui va prendre des décisions, ça va remodeler complètement son destin et tout, et à la fois ils sont toujours à la recherche de cette foutue relique là. Mais en fait c'était trop long. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc c'est un bouquin qui fait, je sais pas, moi je l'ai en e-book, mais sur mon e-book il me marquait un truc genre 900 pages, mais c'est un truc qui doit faire au moins 680 pages je pense. Et en fait c'est trop long. Donc au bout d'un moment, Diana c'est super, on est super à fond et tout. Elle rencontre le dieu machin, ils finissent par faire une alliance, ils vont chercher la relique, trop cool. Mais là, ça prend mais des plombes. Mais genre vraiment ils sont sur la route et encore ils rencontrent quelqu'un et ça fonctionne pas, et encore ils rencontrent une autre personne et voilà, ils rencontrent une autre personne. Je dis là mais j'en ai marre en fait. Et vraiment le coup du trauma du dieu, mais ras-le-bol quoi. Enfin tu sais genre ah oui mais il a vécu ça, il est traumatisé, il a vécu ci, ouais on a compris, ok t'es traumatisé man. Bon est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant, enfin. Et en fait c'était que ça quoi, et j'ai l'impression qu'on pataugeait dans la smooth sur le même thème encore et encore et encore, qu'on étirait et étirait le truc, et moi j'étais là, bah en fait là ça y est, vous avez réussi à faire en sorte que j'en ai plus rien à foutre en fait de ce qui se passe dans ce livre, et là je me suis dit bon bah c'est que c'est mort. C'est que vraiment c'est pas fait pour toi. Moi je me rends compte que j'aime vraiment les rythmes effrénés, ou au moins j'aime les personnages qui font qu'on est tellement attaché à eux qu'en fait même si on les regarde bouffer tout va bien quoi. Et là c'était juste pas le cas. En fait ça s'est tiré en longueur et je me faisais chier quoi. Donc voilà. Donc au bout d'un moment je me suis dit non mais laisse-le de côté, je pense que tu passes à côté de quelque chose, il y a plein de nanas où vous avez les mêmes goûts qui ont adoré et tout. Et à un moment donné, pardon, je me suis juste dit, bah en fait, si t'as pas envie de retourner dans un bouquin, mais pourquoi tu te forces? Donc voilà, ça fait partie de mes nouvelles résolutions, vous savez, de DNF plus de livres, donc celui-ci, bah il est passé à la trappe. Je suis certainement passée à côté de quelque chose, donc si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas, parce qu'apparemment c'est très bien, mais moi, ça l'a pas fait. Et le dernier livre que j'ai DNF du coup en janvier, c'est Le Roi déchu pardon, de L.J. Andrews, Le Royaume éternel, le livre 1. Et là, autant vous dire que je suis hyper dégoûtée, donc moi je l'avais pris sur Nextory, parce que franchement, ça me chauffait trop ce livre. En fait, ça parlait de piraterie et tout, ça avait l'air trop bien, il y avait un côté, je trouvais un peu Pirates des Caraïbes, donc me demandez pas pourquoi. On suivait du coup un royaume où il y avait Éric le Balafré, qui était le roi du royaume de l'éternité, qui voulait absolument de se venger de l'homme qui avait assassiné son père et qui l'avait retenu à un moment donné prisonnier. Et à un moment donné, il a une opportunité puisque Livia, la fille de son ennemi, le libère sans faire exprès en fait, parce qu'il est enfermé dans une espèce de royaume maudit, horrible et tout. Et un jour, elle va toucher l'eau, ça va faire un espèce d'effet, et lui du coup est libéré et donc peut revenir assouvir sa vengeance sur ce royaume qui se croyait en paix et tranquille de ce mec-là pour toute sa vie. Bon, clairement c'est pas le cas. Donc il y a une fête et tout machin, il va arriver, il va prendre Livia, il va finalement l'enlever pour l'emmener dans son royaume sous les mers et tout, et puis pour en fait faire pression sur le père de Livia qui est roi, et lui dire bah voilà, tu retiens prisonnier mon père, tu vas le libérer, et puis si tu le fais pas, bah je kill ta fille. Donc c'est un peu ça, donc vous voyez, il y a ce côté un petit peu, voilà, pression, un peu monde sous les mers, un peu espèce de créature et tout, nanana, enfin c'était trop cool, vraiment. Mais par contre, c'était pas du tout possible. Enfin vraiment, l'écriture de ce roman était mauvaise. Enfin déjà, moi, désolée, mais je veux dire ça une bonne fois pour toutes. Moi, je l'ai trouvée mauvaise. Et vraiment, il y avait des vrais problèmes sur le consentement, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... au bout de... Enfin, déjà Livia, bon, fait des actions et des choix un peu douteux, c'est-à-dire que c'est quand même une jeune femme qui bah voilà, qui est assez privilégiée, qui doit faire attention à elle, qui sait très bien qu'elle est dans une famille un petit peu où bah tout... Enfin voilà, elle peut être à risque, quoi, et qui voit un mec, ils sont tous masqués, elle le regarde juste, elle décide de le suivre dans une chambre. Bon déjà j'ai envie de dire, bah meuf... t'es tranquille quoi, enfin... Donc du coup j'étais là, ok, pourquoi pas. Très très vite ça devient hyper chaud, donc j'étais là, ok, très bien, ça sortait vraiment de nulle part, mais de nulle part. Et après c'était que des remarques du genre, bon parce que très vite elle va comprendre Livia qu'en fait elle s'est mise dans une situation de merde parce que le mec est là pour la kidnapper quoi. Donc bon déjà la relation qui commence bien j'ai envie de vous dire. Lui concrètement c'est pas du tout le personnage auquel vous vous attachez, hein. Vraiment il est terrible de chez terrible. Et à un moment donné, moi, là où j'ai lâché, si vous voulez, c'est que c'était sans arrêt, genre, il lui agrippe le bras, mais lui ça lui fait plaisir, je suis heureux d'enfoncer ma langue dans sa bouche et de voir que ça la perturbe. J'étais là, non mais les gars, en fait, t'es trop chelou, en fait, t'es beaucoup trop chelou. Et donc moi j'ai dit non, en fait, ce genre de relation ultra malsaine, bah c'est pas possible. Enfin, je veux bien le côté un peu enemies to lovers, mais en fait dans enemies to lovers, il y a enemies,
et il y a lovers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui se passe au milieu qui fait qu'ils ne deviennent plus enemies. Alors que là, c'est genre enemies lovers, c'est-à-dire que vraiment le mec peut pas la blairer, mais passe son temps à lui sauter dessus, et à lui faire des trucs très bizarres, et elle est pareil, genre oh non mais j'aime pas, mais en fait si j'aime bien, en fait je sais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'étais là, non mais ok, stop. Enfin en fait là les barrières sont trop floues pour moi, c'est trop chelou, et voilà. Enfin vous voyez, hein, je peux lire des trucs comme Banded by Thorn où c'est un harem inversé, que malgré le smut et le côté limite un peu pornographique que j'ai trouvé ultra mignon en fait, comme je peux lire ça et me dire bah là en fait non, c'est non. Donc voilà, donc moi le roi déchu, ça l'aura pas fait pour ça. Alors peut-être que je suis passée complètement à la côté de l'histoire et que je me suis focalisée sur un truc qui était minime, mais moi en fait, je me suis dit mais en fait si ça me trigger et si ça me génère des sentiments de mal-être, bah alors je vais pas continuer ma lecture, en fait il y a aucun intérêt. Donc voilà, du coup je pense que c'est un peu aussi ces livres-là, ces 3 livres-là qui m'ont mis dans le mal en janvier, j'ai eu du mal en fait à repartir derrière sur des choses parce que bah j'étais un petit peu décontenancée par ces trois déceptions. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, j'ai commencé mes lectures de février, il n'y a pas de DNF pour le moment, on verra si ça continue ou pas, mais je suis assez contente de mes lectures pour le moment, donc j'ai très hâte de vous en parler. J'espère que vous ferez de magnifiques lectures en mois de février. Si certains de ces livres vous ont fait envie, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, de merveilleuses lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!